cathédrale de verdure où alternent l'ombre et la lumière. Le Marais Poitevin, deuxième plus grande zone humide de France après la Camargue, a été conçu et entretenu depuis des siècles par les hommes. Gagné sur la mer, ce paysage n'existe que grâce à un système complexe d'irrigation entre deux zones étroitement liées, le marais mouillé et le marais desséché. La gestion des niveaux d'eau est la clé de ces paysages. Nous sommes à Arcé, un village de l'est du Marais Poitevin, dans ce que l'on appelle le Marais mouillé, surnommé également la Venise verte. Nous allons ensemble découvrir cette zone classée Grand Site de France, ainsi que l'autre facette de ce paysage, le Marais desséché. À l'échelle géologique, le Marais Poitevin est un paysage récent. Il y a 8000 ans, la région était recouverte par la mer. Les eaux se sont retirées progressivement, les sédiments se sont accumulés, formant une étendue plane qui ne dépasse pas les 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans cette zone marécageuse, souvent inondée, l'agriculture était impraticable. Il faudra attendre le Moyen Âge pour que les hommes transforment et rendent ce territoire exploitable. Sur les ruines d'une abbaye, je retrouve François Marie, un géologue spécialiste de l'hydrologie du Marais. Alors François-Marie, ce Marais Poitevin, aussi vert et bucolique soit-il, n'est évidemment pas naturel. Non, c'est un territoire aménagé, Raphaël. Ce que tu as vu, cet aspect vert et bucolique, c'est la Venise verte, ce qu'on appelle la Venise verte. Non, ce sont les moines qui ont commencé à organiser l'aménagement de ce marais. Et une des abbayes les plus caractéristiques, c'est l'abbaye de Maizé, qui est la plus grande des abbayes du XIIe siècle. Donc les moines du XIIe siècle décident d'aménager ce territoire, de le mettre en valeur d'un point de vue agricole en gérant l'eau, en gros. Voilà, il fallait absolument se protéger des crues pour pouvoir mettre en valeur cette terre qui est, une fois mise à l'abri des crues, devient une terre très riche pour l'élevage, pour la culture, pour l'alimentation vivrière du secteur et des moines et des seigneurs. Pour qui travaillaient les moines? Ces moines, ils ont donc mis en place tout un système de contrôle, de gestion hydraulique que toi, le géologue, tu vas pouvoir nous expliquer. Je vais tenter de le faire, Raphaël. Au XIIe siècle, les moines de plusieurs abbayes creusent les premiers canaux d'évacuation afin d'assécher les marais. Et l'aménagement de cette immense zone humide va se poursuivre jusqu'au XIXe siècle. Alors ça, c'est un des nombreux ouvrages hydrauliques qu'on va trouver dans le Marais Poitevin. Oui, complètement. C'est un ouvrage assez ancien, mais celui-ci a été rénové il y a 3 ans à peu près. Et ça sert à gérer la répartition de l'eau dans la région. Ah, complètement. Il faut qu'il gère cet affluent qu'on appelle l'Autise, qui s'écoule, qui doit s'écouler vers la Sèvre niortaise et puis qui repart vers la mer. La mer qui est par là. La mer qui est par là, et puis cet immense bassin versant qui est 6 fois plus grand que le Marais Poitevin. Qui alimente en eau toute cette région. Alors il y avait un challenge à relever. Le challenge à relever, c'est qu'ici, on est donc il faut croiser cet affluent, mais en même temps, il faut éviter et continuer à protéger des crues les marais desséchés qui sont de part et d'autre d'où on est. Donc on a tout un système de canalisation qui va permettre d'épargner certaines zones en eau et de renvoyer cette eau plutôt vers ce qu'on appelle le marais humide et donc d'épargner cette zone plus desséchée. Alors, le marais mouillé, effectivement, c'est la zone qui est le réceptacle des crues, qui protège de ces crues le marais desséché. La fluctuation du niveau des eaux rythme la vie du marais. Elle est attentivement surveillée. Donc avec ton bidule, on va pouvoir vérifier le niveau de l'eau au centimètre près. Ah oui, même c'est plus précis que le centimètre. Je descends la sonde qui, normalement, va pouvoir biper au moment où elle touche l'eau. Voilà. D'accord, et là, on regarde. Donc là, je vois que je suis à 2,92 m sous ce repère de nivellement
qui me permet d'avoir le niveau d'eau de cette partie-là de l'Autise. Et ça, ces niveaux d'eau, en fait, ils sont mesurés automatiquement sur l'ensemble du réseau. Effectivement, l'acquisition de ces niveaux d'eau est automatique, au moins dans cette partie-là du Marais mouillé, qu'on appelle le domaine public fluvial, et c'est centralisé à Niort. D'accord. Et cette information du niveau d'eau, en fait, c'est crucial pour la vie du maraîcher. Cette information est importante et fondamentale pour gérer ces barrages qui gèrent effectivement ces niveaux d'eau. D'accord. Ça veut dire que quand un maraîcher rencontre un autre maraîcher, s'il se parle de niveau d'eau, Ah oui, on préfère parler des niveaux d'eau que de la pluie et du beau temps. Ouais. Parce que c'est important pour l'agriculture, mais c'est aussi important pour la vie quotidienne. Ici, les modes de vie sont totalement adaptés au marais. Séverine possède un embarcadère sur le port d'Arcé. toute la vie du marais tournait autour de ces canaux. Oui, tout à fait. C'était vraiment les voies routières, quoi. Donc tout se faisait par barque. Mais ça veut dire quoi? Le facteur, le boulanger, tout le monde promenait ses petites marchandises Oui, c'était vraiment le moyen de transport utilisé pour tout et n'importe quoi, les mariages, les enterrements. C'est-à-dire qu'on va au cimetière aussi en barque? Tout à fait. Oui, ça se faisait. Ça se fait plus, mais ça se faisait. Donc un petit tour en barque? Je te propose, oui, de monter dans la Plate, le Batet, ou voilà, c'est le nom de la barque du marais. Et donc ça, c'est la Pigouille. Tu veux bien me servir de chauffeur? Bah écoute, s'il faut. Et dans le marais Poitevin, on pigouille à l'avant ou à l'arrière? Alors on pigouille à l'arrière. Ça, c'est l'arrière, et ça, c'est l'avant du bateau. On fonctionne à l'envers. Eh ben, écoute, ça va aller? Bah ça va aller. C'est-à-dire que si je pigouille mal, tu vas me le dire. C'est-à-dire qu'avant de mal pigouiller, il faudrait que je tombe pas déjà. Alors, je pigouille en plantant dans la vase. Voilà. Ça va, hein? Non, ça mais va, je dis rien. Je fais comme je peux. Je veux t'aider. Radresse. Je crois qu'on va changer de moyen de locomotion. Okay. Voilà, Donc, je serai plus à l'aise. La rame. Merci. Voilà, on est sorti des ronces. On va pouvoir se parler normalement, hein? Et ces 700 km de voies navigables, ils s'organisent comment? Bah, écoute, je te propose de te montrer, j'ai une carte. Donc voilà. Là, c'est tous les petits. Voilà, c'est tous les petits bras bleus que tu vois. Voilà, ça correspond à l'ensemble du domaine navigable. Et donc, tout ce réseau-là, en fait, il permettait de connecter les villages aux parcelles, les parcelles au cimetière, comme on disait tout à l'heure. Tout à fait, oui. Et toi, tu es une fille du marais? Oui, je suis une fille du marais. Je suis presque née dans le marais et j'ai grandi dans les bateaux, en fait. Donc c'est un attachement principalement à l'eau et puis après tout ce qu'il y a autour, le rapport avec le bateau, etc. Il y a une attache presque viscérale. C'est-à-dire que quand tu t'éloignes, il faut que tu reviennes? Il ne faut pas que je parte très longtemps, en fait. J'ai pas ce besoin d'aller me ressourcer ailleurs. En fait, voilà, le marais, pour moi, c'est une source de vie, quoi, dans laquelle je me sens bien. Et on vit au rythme du marais, quoi. Au rythme de la barque qui file sur l'eau. Au rythme de la barque, voilà, ouais, c'est un peu ça. De la plate. Très bien, tu as retenu le vocabulaire maraîcher, bravo. Au paysage du marais mouillé répond celui du marais desséché, un peu plus à l'ouest. Cette appellation de marais desséché ne signifie pas que le territoire est sec, mais qu'il n'est pas inondable. Il est protégé des crues par le marais mouillé qui absorbe les eaux du bassin versant. Hugues est le conservateur de la réserve naturelle de Saint-Denis-du-Perret, qui s'étend sur plus de 200 hectares dans le marais desséché. Alors là, la mer est pas très loin, quelques kilomètres. On est sur un paysage qui a l'air un petit peu brûlé, mais on est quand même dans un marais. C'est le marais desséché. Oui. Comment ça fonctionne, un marais desséché? Alors, c'est très simple. Le marais desséché, il est à l'abri des marées mouillées. Les marais mouillés sont là pour encaisser les eaux qui viennent du bassin versant. Et puis, il est à l'abri de l'eau de mer, par un système de digues et de dunes. Et donc, l'eau de mer ne rentre pas
dans le marais desséché. L'eau de mer ne rentre pas, l'eau des versants n'y vient pas, donc c'est l'eau de pluie qui l'alimente? Exactement. Le réseau hydraulique est là pour capter l'eau de pluie et l'acheminer par des conduites spéciales, des émissaires évacuateurs vers la mer. Ici, on est dans des sols assez anciens qui ont été colonisés sur la mer depuis le XIIe siècle. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait ici? Vous voyez, là, on vient de faire quelque chose d'extraordinaire. On vient de descendre de 10 cm. On vient de marcher sur l'ancien fond marin du XIIe siècle. C'est la mer au XIIe siècle, à marée haute, à marée basse, qui ont creusé ces anciens chenaux. Et on retrouve aujourd'hui ces micro-reliefs. Exactement, exactement. Alors, ici, je suis sur la partie haute, donc il n'y a quasiment jamais d'eau. Et là, j'ai mes bottes en hiver, et là, je commence à rentrer dans la flotte, et là, c'est un milieu qui va être sous l'eau pendant 8 mois de l'année. Et quand on regarde, par exemple, là, cette Manta pulegium, cette menthe qui sent très très bon, elle ne pousse que dans les parties basses. Elle est en fleurs en ce moment. Manta pulegium, sent. Ah oui. Voilà. C'est un peu au milieu des bouses, mais enfin, ça sent quand même la menthe. C'est grâce aux bouses, c'est tout simple. Parce que les bouses, ça veut dire des vaches. Les vaches, qu'est-ce qu'elles font? Ce sont des tondeuses à gazon écologiques. Elles maintiennent une strate herbacée rase, ce qui fait que toutes ces petites plantes-là, elles peuvent s'exprimer. S'il n'y avait pas de vaches, s'il n'y avait pas de chevaux, ce seraient les plantes dominantes, allez, je dis une quarantaine d'espèces de plantes qui prendraient le dessus et qui étoufferaient toutes les autres. Grâce aux vaches, on a près de 300 espèces de plantes. Elles permettent la diversité. Voilà. Et là encore, on voit par exemple une plante qui est fabuleuse. Elle est là parce que le sol est légèrement salé. C'est ça. Voilà. Alors ça, c'est une particularité qui est intéressante. C'est-à-dire qu'il n'y a que de l'eau douce qui tombe ici, mais elle tombe sur un sol qui salé. vient de la mer et qui est salé. Exactement. Depuis 8000 ans ici, la mer a apporté des alluvions argileux, salés. Alors ce qui est fabuleux, c'est qu'on trouve des plantes halophiles qui aiment le sel. Et ça, en voilà une. C'est l'iris Spuria maritima. Alors qu'on est à 8 km de la mer, on a encore de l'ambiance maritima. Et tout ça, ça engendre une richesse faunistique exceptionnelle. Depuis quelques années, la biodiversité du marais est menacée par la prolifération d'incrustacés. Sébastien, guide naturaliste, m'initie à la pêche de cette écrevisse par trop envahissante. Alors, Voilà une petite perche. Comme ça, je tiens le fil. Voilà. Et ça, je le mets en eau. Ouais. En fait, cette écrevisse, c'est pas une espèce locale, quoi. C'est une espèce qui est apparue il n'y a pas longtemps. C'est une espèce qui a été introduite en Europe. D'abord en Espagne, puis après en France. Il y a ces chapelets de captivité, il y en a certains qui l'ont peut-être relâché volontairement dans le marais. Et maintenant, il y a énormément de populations qui sont en train d'augmenter dans toutes les parties du marais, et même dans le marais mouillé, le marais desséché. Et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes parce qu'elles vont manger la végétation qui est dans les fossés. Et puis elles vont donc supprimer l'habitat de, par exemple, des libellules ou des batraciens comme les grenouilles, les crapauds. Et puis après, ce qu'elles font aussi, c'est qu'elles font beaucoup de terriers dans les berges. Et donc c'est un vrai gruyère. Et donc les berges, comme elles sont constituées d'argile, elles s'effondrent et l'argile tombe dans le fossé et bouche les fossés. Donc c'est comme les ragondins, quoi. C'est une espèce qui a des impacts directs sur les bords de fossés et sur les animaux qui vivent dans le marais. J'invite les gens à pêcher les écrevisses dans le marais. Selon les règles de l'art. Selon les lois. Et toute écrevisse pêchée doit être tuée automatiquement. C'est pour éviter de faire proliférer l'espèce. C'est-à-dire, t'imagines, tu prends tes écrevisses, tu mets dans ton seau, vivantes, tu fais 300 mètres, ton seau il tombe, et paf, les écrevisses vont dans un autre fossé. Ah oui, t'as pas le droit, parce que tu Faut pas que l'homme soit un participes agent à la propagation. Exactement, il ne faut pas qu'on soit un agent disséminateur dans le milieu naturel. On relève celle-ci? Ouais, je te laisse faire. Ouais, celle-là, on va essayer. Ah bah non, ouais. Je veux bien qu'on parle d'invasion, mais là, enfin, on n'en a pas vu la queue d'une. Hein. T'inquiète pas, on va aller dans un endroit où je pense qu'il y en aura. Alors, faut les mettre délicatement, hein. Tu les mets délicatement. Hop, tout doucement pour pas effrayer s'il y en a. Hop, ouais, parfait. J'en monte un? Ouais, on monte celle-ci là. Celle-là? Ouais, hop. Oh, c'est bon. On les a toutes. Hop, on met la balance à l'envers et zag. Ah déjà. Et donc ça fait 500 œufs par an, ça se reproduit 2 fois dans l'année, voilà. Et ça résiste à toutes les T'imagines conditions. C'est impressionnant. Hein. Alors le truc maintenant, c'est qu'il va falloir toutes les tuer. On va les châtrer. C'est le terme
technique pour tuer les écrevisses. Il va falloir tuer tout ça? Bah oui. La vache maraîchine avait peu à peu disparu du marais, délaissée au profit de la charolaise. La maraîchine retrouve depuis quelques années sa place à l'initiative du parc naturel régional. Jean-Claude emmène ses bêtes sur les prairies humides, inaccessibles par voie de terre. Donc, non, c'est plus sécurisant et puis prends celle qui est voilà. Celle-là, là. Donc elles sont prêtes à aller à l'herbe. On les emmène à leur nouvelle demeure? Voilà. Allez, go. Moi je vais monter des ponts. Donc je leur suis sûr des baudous pendant le voyage, ça va les calmer? Voilà, ça va les tranquilliser. Et t'en as combien à transporter chaque année? Donc tous les ans c'est entre 40 et 50 qu'on met au pré. En fonction de l'herbe, en fonction de l'ensoleillement et puis de la météo surtout. Et tu fais ça depuis combien de temps? Donc là on fait ça depuis 12 ans. C'est la 11e année avec le chaland là. C'est un appareil qui a été acheté et financé par le parc du Marais Poitevin. Aujourd'hui c'est un appareil qui sert à 7 éleveurs. Donc ça fait quand même une bonne centaine d'animaux qui sont mis sur le site du Marais Bateau. Et tu disais, la barge, elle est en partie financée par le parc, parce que le fait de mettre des troupeaux ici, ça permet d'entretenir ce paysage. C'est une aide aux éleveurs qui ont consenti pour pouvoir mettre les animaux. Sinon, c'est vrai que tous ces marais seraient en déprise agricole. C'est-à-dire que Ce ne serait plus exploité, ce serait que des friches. il n'y aurait rien à voir, il y aurait la forêt partout. Ce serait canalisé, quoi. Ouais. On verra même pas le gibier, même pas le chevreuil, quoi. On verra même pas les vaches. Voilà, pour le tourisme, c'est pas mal non plus. Donc à chaque fois qu'on a mis en état une parcelle, l'idéal c'est de mettre des bovins. C'est d'y mettre des bovins pour continuer l'entretien, pérenniser l'entretien, quoi. De manière à préserver l'identité paysagère du Marais Poitevin, l'État a classé grand site de France certaines zones, comme celle-ci d'ailleurs, et nous allons comprendre ce que cela implique avec Sylvain qui est inspecteur des paysages, et oui, ça existe. Nos références culturelles, liées au romantisme, liées à la peinture, liées à la littérature, c'est souvent le 19e siècle. Et comme par hasard, c'est vrai en France, mais c'est vrai partout en Europe, les grands paysages qu'on a envie de protéger, qui nous semblent identitaires, des paysages singuliers, uniques souvent, c'est des paysages du 19e siècle. Au niveau de l'Europe, c'est vraiment le 19e siècle qui a été le siècle de la prise de conscience, de la nécessité de garder des traces de notre passé. Bonjour. Vous êtes sage. Vous glissez, Alors il est bien votre guide? vous glissez dans le silence sur l'eau. Très très bel alignement de frêne tétard. Et ça, c'est un élément caractéristique du Marais Poitevin. Ah oui. Alors c'est Et quoi donc, ce frêne tétard? Alors ce frêne tétard sont des jeunes frênes qui ont été plantés la plupart du temps au 19e siècle et qui étaient mis le long des canaux de manière à ménager sur le centre des parcelles des espaces de culture, des espaces d'herbe, des espaces de pâture. Et donc l'ensemble de ce paysage, le Marais Poitevin est classé. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que le Marais Poitevin pourrait ou aurait pu
devenir sans cette classification? Alors les risques, c'est la banalisation. Un exemple qui est tout à fait parlant ici, c'est la culture du peuplier. L'agriculture se modifiant beaucoup depuis la dernière guerre mondiale, il y a eu de moins en moins d'intérêt à exploiter ces parcelles. Et donc l'idée est venue à certains propriétaires de faire du bois de manière industrielle. Et donc Intensive. c'est ce qu'on appelle la populiculture en plein. Et le site classé est arrivé à un moment où on s'est aperçu que le paysage était totalement en train de disparaître, en train de se banaliser. Si vous photographiez un paysage de peuplerie en plein, vous pouvez être en Île-de-France, dans la plaine du Pô, même en Chine ou aux États-Unis ou au Canada, n'importe où au monde, on va produire de la même façon du peuplier en plein, alors qu'on a un paysage qui est ici unique au monde, puisque c'est le seul grand marais boisé de la façade atlantique en France qui a été fabriqué de cette façon-là. Dans ces marais soumis aux crues hivernales, des générations de maraîchers ont pourtant construit leurs fermes, leurs maisons et se sont rassemblés dans des villages. René est architecte et maire d'un village poitevin. Le marais poitevin, en tant que paysage, il est classé. Mais curieusement, les villages qu'on va y trouver, en fait, eux ne le sont pas. Pourtant, ils ont un caractère bien particulier, ils ont une identité, évidemment. Ah, complètement. Et je pense que le village de la Garette est un des plus représentatifs et le plus emblématique, puisqu'on a finalement un hameau, un village-rue, qui plonge vers le marais. Et les caractéristiques architecturales en sont tout à fait étonnantes, vous allez voir. Là, on emprunte la route, les maisons ouvrent sur cet espace social, convivial, mais parallèle à cet axe, il y a la voie d'eau. Et la voie d'eau, elle est finalement, là aussi, la résultante de tout ce qui se met en œuvre pour que les maraîchers qui habitent là partaient dans le marais, accédaient à leurs barques, à leurs cales, à leurs bateaux, et y compris avec le bétail, allaient vivre leurs activités un peu plus bas. Alors là, on arrive sur un lieu génial. Regardez ça, si c'est superbe, hein. Il y a une espèce de grange là qui est ouverte, qui plonge jusque sur le canal, la Conche est là. Lorsqu'on parle de Venise, bien sûr, c'est l'empreinte touristique, mais c'est surtout aussi que c'est fondé dans l'eau, sur l'eau. Il n'y a même pas le halage ici. Vous voyez, les fondations, les dépendances allaient jusque dans l'eau. Voilà, le canal est là. On a une pente qui est très brutale. Et depuis l'eau, vous voyez, le niveau d'eau jusqu'à l'espace du tertre là-haut, il a fallu que les maçons, ils empilent les pierres et qu'ils fassent des volumes qui rattrapaient ce niveau bas jusqu'à l'espace de la rue, l'espace social où les gens se rencontrent. Et il fallait aussi que les maisons voisines puissent atteindre le canal. Ça veut dire qu'on va retrouver tout à l'heure, on va s'y engouffrer, il y a des venelles, il y a des ruelles. Et là, du coup, les voisins d'en face, ils passent aussi et ils arrivent avec leur bétail, avec leurs brouettes, avec leur foin qui remontent dans ces balais. Et là, vous voyez, on est sur un espace absolument fantastique. Le volume est déjà à 7-8 mètres de haut. Vous imaginez les maçons, là. Et puis la construction, ça veut dire aussi qu'en bateau, on a amené les pierres pour construire, faire ces murs, faire ces maisons, les cheminées qu'on va voir. Et tout ça, ça se fait à voie d'eau. Là, on va voir l'exemple précis où les maisons d'en face avaient accès à l'eau. Et on a une ruelle, une petite venelle qui est super sympa, avec justement un moellon, un appareillage super magnifique. Regarde, il y a la lumière, on a de la chance. C'est minéral. C'est minéral. Sauf que quand même, il y a quand même des éléments végétaux qui sont... Et tu vois les X là? Ça veut dire aussi que ces maisons, elles travaillent. Hein. Et ça, c'est les tyrans qui traversent la maçonnerie, c'est le contreventement. Et l'embarcadère qu'on voit ici, c'est celui Alors, qui correspond à la maison d'enfance? C'est exactement ça. Tu vois, c'est une aire commune sur laquelle, effectivement, les riverains ont droit d'accès et vont partir en bateau. On évoquait les récoltes ou le cheptel ou le bétail. Et ben voilà, ils sont chez eux, ils débarquent là. Il y a un droit d'accostage. Voilà, la chaîne est là et là aussi, tout s'organise à partir de l'eau, de l'accès à l'eau. On le répétera toujours. C'est notre liaison, la culture de l'eau et le bâtir, il est finalement la résultante de ce mode de vie.